Alors, on commence. Bienvenue tout le monde en cette journée mondiale de l'eau qui a pour thème cette année rendre visible l'invisible. C'est le thème que l'ONU a donné pour parler des nappes d'eau souterraines. Nous, on va rendre l'invisible visible, c'est-à-dire qu'on va rendre une situation de l'eau à la bourse visible pour aujourd'hui. Nous, c'est qui? Ben, c'est Au Secours, avec Rebecca Pétrin, sa directrice générale, et l'Agora des habitants de la Terre. Je suis sur le CA de ce bel organisme piloté par Ricardo Petrella, qui veut rendre une voix à l'humanité dans les structures politiques et surtout une voix pour l'humanité pour défendre le bien commun de tous les habitants de la Terre, qu'ils soient humains, animaux ou végétaux, ou que ce soit un écosystème. Alors, aujourd'hui, parallèlement à ce qu'on fait, il y a une rencontre des parlementaires du monde entier à laquelle participaient 3 parlementaires, 2 Canadiens et 1 Québécois, qui se passe au Parlement européen. Et plusieurs actions vont avoir lieu pour libérer l'eau de la bourse et de la privatisation. Alors, je sais qu'Au Secours travaille depuis des années contre la privatisation. Alors, je laisse la parole à Rebecca. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire. Au Secours, c'est depuis 1997 que nous existons, donc on célèbre cette année notre 25e anniversaire. Nous avons vu le jour sous forme de coalition pour freiner en fait les pourparlers de privatisation des services d'eau de la Ville de Montréal. Depuis, on n'a jamais cessé de s'opposer à toute forme de commercialisation, de privatisation et là, depuis peu, de financiarisation de l'eau. L'eau, c'est une ressource collective et elle se doit de demeurer ainsi. D'où notre intérêt, en fait, à joindre les Agoras de l'habitant de la Terre contre justement pour leur lutte contre la financiarisation. Nous avons souligné en fait le triste premier anniversaire de l'entrée de l'eau à la bourse de Chicago en décembre dernier. Donc, le 7 décembre 2020, l'eau est entrée à la bourse. Donc, le 7 décembre 2021, nous avons souligné ça avec un communiqué de presse et le lancement d'une pétition. Je vous inviterai à signer cette pétition suite à ce webinaire pour nous soutenir là, dans cette opposition-là. Donc, les sujets sont nombreux. Ça me fait plaisir, en fait, de pouvoir prendre un moment avec nos invités pour parler de cet enjeu-là aujourd'hui. Donc, Martine? Aujourd'hui, nous commençons. Le premier intervenant a écrit une lettre ouverte au devoir que nous avons tous co-signée. Alors, Claude Vaillancourt est professeur, écrivain et surtout militant à Attaque Québec depuis plusieurs années. Alors, je lui laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Au Secours pour cette invitation sur un sujet qui est vraiment important. Alors, on se posait la question, eau, ressources vitales ou gain de capital? Mais pour nous, la réponse est quand même évidente et c'est désolant qu'on doit encore se poser la question. C'est sûr que l'eau, c'est une ressource vitale. Alors, il semble que c'est une longue bataille qui en finit plus. Et écoutez, la nécessité de sortir de l'eau de la sphère commerciale est toujours aussi grande aujourd'hui. Et cette eau à la bourse est un symptôme quand même assez inquiétant qu'on a toujours des batailles devant nous. Alors l'eau, c'est un produit et un service, 2 façons de la commercialiser. Quand on dit c'est un produit, on pense surtout par exemple à l'eau en bouteille. L'eau comme service, c'est l'eau desservie par les municipalités, par exemple. Alors, ça a été, on a vu 2 commercialisations de ça assez catastrophiques. Et l'eau à la bourse, ça ajoute un 3e niveau. L'eau devient un objet de spéculation. Alors, on peut se poser la question, comment en sommes-nous arrivés là? On a eu des belles victoires ces dernières années. Grâce à Au Secours, par exemple, on a échappé justement à ce que l'eau devienne administrés par des compagnies privées comme Suez et Veolia. Plusieurs villes dans le monde ont remunicipalisé leur eau, par exemple. Alors, c'est une tendance majeure actuellement et on connaît un certain recul de l'eau embouteillée. Donc ça va bien. Mais tout à coup, on apprend que l'eau se retrouve à la bourse.
Ma première réaction, ça a été un petit peu de rien voir. Finalement, j'avais comme reçu la nouvelle sans l'intégrer. Alors, je fais un mea culpa de militant ici, jusqu'à temps que Martine vienne me voir. Elle me dit, Claude, réveille, regarde, l'eau est à la bourse, c'est grave, il faut faire quelque chose. Alors, en effet. Alors, ce dont je vais essayer de parler aujourd'hui, c'est comment ça s'est fait, quelles en sont les conséquences et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. D'abord, il faut penser à deux lieux. Premièrement, la Californie et deuxièmement, Chicago. La Californie, pourquoi? Parce que la Californie, c'est le grenier de l'Amérique du Nord. C'est une gigantesque production agricole et c'est une gigantesque consommation d'eau pour qu'on puisse faire cette production agricole. Et Chicago, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une bourse qui est assez particulière. C'est une bourse spécialisée dans l'agriculture, les ressources, les matières premières. Et il faut se rappeler aussi que c'est la bourse qui a inventé les marchés à terme, donc les fameux produits dérivés dont on parle souvent, ce qu'on appelle aussi les futures. Je vais revenir là-dessus parce qu'évidemment, c'est une question importante. Alors, en Californie, on manque d'eau. Et si on manque d'eau, ça veut dire que toute l'agro-industrie est menacée. Alors, on peut se poser la question, comment ça se fait qu'on manque d'eau alors que l'eau, c'est une ressource qu'on trouve toujours en même quantité sur notre planète? Alors, c'est dû au réchauffement climatique. C'est une des raisons, le réchauffement climatique qui va répartir très mal cette ressource, qui va faire que dans certains endroits, on n'a pas assez d'eau, donc les sécheresses sont quand même très, très répandues. Et dans d'autres endroits, on en a trop. C'est les fameuses inondations dont on a vu plusieurs fois dans les médias. Il y a aussi un problème de pollution d'eau. On va utiliser une grande quantité d'eau qu'on va polluer et qu'on va rendre inutilisable. Donc ça aussi, ça contribue à la rareté. Un exemple assez flagrant que vous connaissez sûrement, c'est le pétrole des sables bitumineux qui demande pour son extraction des quantités d'eau incroyables et qu'on ne peut plus réutiliser par la suite. Donc, c'est vraiment un problème. Donc, l'eau devient rare. La rareté, eh bien, c'est de l'argent pour les spéculateurs. Alors, d'où la nécessité c'est-à-dire la volonté de mettre l'eau à la bourse. Alors, la rareté et la variation des prix qui en découlent vont la rendre intéressante pour les spéculateurs. Alors, comment on est arrivé à cette situation-là? La première chose que ça nous dit, ça c'est important de se le rappeler, c'est que l'eau est déjà largement privatisée. Pour qu'elle se trouve à la bourse, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit déjà dans la sphère commerciale, qu'il faut déjà payer pour l'eau. Ça veut dire que pour les agriculteurs, c'est des dépenses importantes que l'eau. Alors, l'eau a des coûts pour les agriculteurs, des coûts qui peuvent être variables. Et c'est justement contre la variabilité des prix qu'on va inventer des produits financiers, mais qui, paradoxalement, vont rendre ces prix encore plus variables. Alors donc, c'est un petit peu le grand paradoxe de la spéculation. On fait ça, en fait, pour stabiliser les prix, mais on arrive au résultat exactement contraire. Alors, comment est-ce qu'on va procéder comment on va procéder pour en arriver là? Eh bien, ça correspond à un besoin des agriculteurs de prévoir les coûts à long terme. De dire, si ça me coûte ça maintenant, mais si dans 6 mois, c'est beaucoup plus cher, alors ça va être des problèmes là dans la manière d'administrer mes affaires. Alors, on va leur offrir les fameux contrats à terme, des futures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on paye maintenant le prix qu'on va devoir débourser 6 mois ou une autre échéance plus tard. Donc, on paye le prix d'aujourd'hui, on paye dans l'avenir le prix d'aujourd'hui. C'est quand même assez rassurant pour les agriculteurs. Ça permet effectivement de faire une planification. Mais le problème, c'est que ces produits vont le plus souvent être achetés et vendus avant d'arriver à terme. Donc, ça veut dire qu'ils vont être l'objet de spéculation. En fait, plus la valeur de l'eau va augmenter, plus ces produits financiers associés à l'eau vont devenir intéressants pour les spéculateurs. Donc, on va penser à les acheter et les vendre. Alors, l'eau va devenir un produit financier qu'on achète et qu'on vend et qui prend de la valeur en fonction de la rareté du produit. Et ça a aussi comme effet, ça c'est très important, de détacher le produit de sa valeur réelle. En d'autres mots, le prix des actions de l'eau n'a plus rapport avec ce que ça coûte pour gérer l'eau dans un État comme la Californie. Alors donc, ça veut dire que l'eau devient un produit marchandisé et qui va devenir
accessible, en fait, à ceux qui ont le plus d'argent en situation de crise. Hein, c'est ça le problème. Et on peut se rappeler un épisode assez triste, c'est le fameux épisode des émeutes de la faim en 2008-2010, où la hausse des produits alimentaires était rendue tellement importante que les gens n'avaient plus les moyens d'acheter cette nourriture. Évidemment, il y a plusieurs raisons à ça, mais une des raisons qui est reconnue par les experts, c'est que ces ressources-là étaient devenues une valeur refuge après l'effondrement des subprimes, et c'est ça qui a fait hausser de manière tout à fait artificielle le prix de la nourriture, et ce qui a mis des millions de gens dans des difficultés très, très grandes. Alors, l'eau à la bourse aussi, ça veut dire pénétration de l'eau dans la sphère financière. Alors, qui a eu cette idée de faire des contrats à terme avec l'eau? Ben, c'est une entreprise que vous connaissez sûrement, qui s'appelle BlackRock, qui est la plus importante firme de gestion d'actifs, et qui se sont dit, ben regardez, ça peut être une façon intéressante pour nous de faire de l'argent. Et l'eau va se retrouver donc à la bourse de Chicago, spécialisée dans ce type de produit. La bourse de Chicago, qui est propriétaire de Euronext. Euronext, c'est la principale place boursière de la zone euro, qui est propriétaire, entre autres, de la bourse de Milan et Amsterdam. Alors, ces produits financiers vont être adossés à l'indice Nasdaq qui chiffre la valeur des actions. Donc, vous voyez, on se retrouve dans l'espèce de grande toile de la financiarisation et on peut se poser la question, c'est qu'est-ce que ce sera la suite? Hein? On va toujours en vouloir davantage si ces produits sont payants, si ces produits sont bons pour les investisseurs. Alors, à ce moment-là, on va vouloir aller toujours plus loin. Alors, j'arrive à la dernière question, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, cette histoire va montrer toute l'importance de garder l'eau dans le domaine public. C'est ça que ça veut dire. Refuser toute forme de privatisation, toute tentative de mettre un prix sur l'eau. Ça, c'est très clair. Ne rien accorder à l'entreprise privée, pas un centimètre. Alors, au Québec, on se retrouve à l'instant, pour le moment, dans une situation assez confortable. Il n'y a pas ce genre de menace, mais il peut y avoir quand même des pressions très, très fortes pour qu'on puisse procéder comme on fait, par exemple, en Californie. Alors, il faut rester vigilant. Il faut appuyer au secours qui assure cette vigilance et prendre bien conscience de l'ampleur du problème. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, voilà. Merci beaucoup, Claude. Je rappelle qu'il y a un article, une lettre ouverte dans Le Devoir de ce matin. Alors, j'incite les gens à aller voir la lettre complète qui a été co-signée par nos 3 panélistes. Alors, j'ai le grand honneur de vous présenter Alain Deneau. Alain Deneau est professeur de philosophie au campus de la péninsule acadienne de l'Université de Moncton. Ses essais portent sur l'idéologie managériale, la souveraineté des pouvoirs privés et l'histoire de la notion polysémique d'économie. Chez Lux Éditeur, il est l'auteur de Bande de colons, Gouvernance, politique de l'extrême-centre et la médiocratie, ainsi que d'une série de titres sur le concept d'économie, l'économie de la nature, l'économie de la foi, l'économie esthétique, l'économie psychique. Il a aussi fait paraître plusieurs essais sur les multinationales, tels que « De quoi Total est-il la somme ?» Alors aujourd'hui, on est très fiers d'avoir Alain parce qu'il devra peut-être quitter un petit peu avant le temps parce qu'il enseigne aujourd'hui. Alors, merci beaucoup Alain d'être avec nous aujourd'hui. Merci, je suis ravi moi aussi d'être là. Je suis seulement un peu écartelé en fait entre les différentes nécessités et appels. Bon, moi je vais enchaîner avec ce que disait Claude Vaillancourt sur la question du détachement entre la richesse et sa représentation dans le monde marchand, en essayant de penser le lien entre la bourse, la question de la bourse et celle de la visibilité qui est au centre de la rencontre d'aujourd'hui, en revenant sur un enjeu qui porte au fond sur l'idéologie et ce que j'appelle l'économie psychique, dans la foulée
travaux que l'on doit à d'autres, bien sûr. Je pars d'un intérêt que j'ai eu pour deux textes qui sont parus en l'an 1900. En l'an 1900 pile, il y a deux grandes œuvres qui sont parues de la part d'une part de Georg Simmel, d'autre part de Sigmund Freud. Les deux constituaient leur première grande œuvre, c'est-à-dire Philosophie de l'argent pour Simmel et l'interprétation des rêves pour Freud. Ça peut sembler bizarre de faire ce grand détour-là, mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir que dans Philosophie de l'argent, quand le philosophe allemand Georg Simmel en 1900 se met à parler de la bourse et à l'analyser, à penser son fonctionnement, il utilise exactement les mêmes concepts qu'utilise Sigmund Freud pour parler du rêve. Bon, et cette coïncidence-là, prenons-la simplement pour une coïncidence, mais qui a un fondement, m'a intéressé. Je vais simplement en parler ici pour un peu mettre la table et penser au fond que le détachement qu'il y a entre la valeur d'usage et la valeur marchande. Bon. Freud, quand il s'intéresse aux rêves, et c'est pas la première fois que Simmel et Freud utilisent au fond les mêmes éléments conceptuels pour penser des réalités différentes. Là, il y a vraiment un lien à faire entre les deux. Mais quand Freud parle du rêve, il rappelle ce principe fondamental que le rêve, lorsqu'on rêve, le rêve est le gardien du sommeil. C'est sa théorie. Elle a été contestée, mais c'est pas important ici. Bon, c'est sa théorie. Et au fond, qu'est-ce qu'il dit? C'est quand on rêve, au fond, on travaille à deux choses. On procède à ce qu'il appelle la Verdichtungsarbeit et la Verschiebungsarbeit, c'est-à-dire qu'on travaille d'abord à concentrer ces affects dans une imagerie éloignée de ce qui nous les rappelle. On concentre les affects dans quelque chose qui nous éloigne de la pensée des affects, sinon le dormeur risquerait de se réveiller. Donc, pour que le dormeur continue de dormir, il est important que les affects qui seraient susceptibles de le réveiller soient en quelque sorte détournés des objets qui sont habituellement les siens et au fond portent sur des objets, on pourrait dire, voisins, parallèles, décalés, une voiture rouge pour signifier quelque chose qui a peut-être trait à du rouge, mais qui ne sera pas une voiture, ainsi de suite. Bon, et donc, il y a d'une part cette concentration et ce déplacement dans un univers autre, d'où l'absurdité des rêves. Les rêves sont absurdes parce qu'ils visent, au fond, dans leur absurdité, à ne pas trop déranger la conscience du dormeur qui risquerait de se réveiller s'il était assailli par des idées un peu trop concrètes. D'ailleurs, nos nuits blanches, nos nuits d'insomnie sont faites de pensées un peu trop concrètes qui font son contraire, au fond, au fonctionnement du rêve. Vous allez me demander pourquoi je parle de tout ça maintenant. Pourquoi je parle de ce déplacement dans des récits absurdes? C'est tout simplement parce que lorsque Georg Simmel, lui, la même année, en 1900, s'intéresse à la bourse, nommément, à la bourse telle qu'on en parle aujourd'hui, il se réfère exactement, même si les deux ne se lisent pas à ce moment-là mutuellement, il se réfère exactement au même vocabulaire, aux mêmes notions et à la même logique. C'est-à-dire que la bourse fonctionne comme un rêve. Et le premier élément qui le dérange, Simmel, quand il considère la bourse déjà dans les années 1900, c'est qu'il s'agit d'un lieu où on transige de multiples fois la même chose. Il s'étonne que dans une année, on puisse échanger 35, 40, 50, 60 fois le même quantum de blé ou le même quantum de cuivre, passe entre différentes mains. On n'est pas encore à l'époque des transactions en nanosecondes, mais imaginez. Et donc, pour penser le fonctionnement de la bourse, pour comprendre comment socialement il est possible qu'on en vienne à échanger autant de fois un bien plutôt que de le transiger un nombre restreint de fois visant à son utilisation, il emploie cette fois sur un mode latinisé, mais exactement les mêmes mots, die Kondensiertheit et die Mobilisierung, c'est-à-dire la condensation et la mobilisation. C'est-à-dire qu'est-ce que fait la bourse? Elle fait comme on procède dans un rêve. Elle décale un objet de ce qu'il est pour, au fond, le concentrer dans sa signification dans un titre, dans des papiers commerciaux, dans ce qu'on appelle des actions, dans un signe. Et ce signe-là, ensuite, est déplacé dans un univers logique qui n'a plus rien à voir avec le référent. L'eau, dans ce qu'elle a, au fond, de géographique et d'écologique et de social, et de culturel même, d'anthropologique. L'eau n'est plus l'eau.
l'eau devient au fond le pendant d'un signe qui lui-même obéit soudainement à des logiques qui n'ont plus rien à voir avec l'espace conjoncturel de cette eau à laquelle on ne se réfère même plus. L'eau devient simplement une sorte de substrat dont qu'on perd de vue du point de vue de la conscience pour ne plus traduire au fond qu'un ensemble de logiques qui seront les seules dont on parlera dans la presse idéologique. C'est-à-dire que le Financial Times, les affaires, le Wall Street Journal, les Échos, et ensuite tous les médias qui, au fond, s'alignent sur ces discours-là, qui sont aussi générés dans soit des écoles de commerce ou des départements de sciences dites économiques, vont finir par faire valoir cet univers décalé-là, quoi qu'il fût absurde. Et Claude en parlait bien en faisant valoir le fait que vendre des produits qui sécurisent le marché le perturbe en même temps qu'il prétend au fond l'encadrer. Donc, plus on agit ainsi dans un règne absurde, dans un mode absurde, plus on favorise quoi? On pourrait dire une sorte de sommeil politique. C'est-à-dire que la bourse devient le gardien, cette fois, d'un sommeil qui est celui de la pensée politique, qui est celui de la citoyenneté, qui est celui de la conscience civique, tout simplement, parce qu'on attire les regards, parce qu'on attire la conscience vers des univers décalés qui ont leur logique propre, même si, fondamentalement, il prédomine l'absurde. Merci beaucoup, Monsieur Deneau, et merci pour votre temps et cette réflexion qui est absolument essentielle. Il ne faut pas remettre dans les mains des économistes un sujet comme ça. Je pense qu'il faut l'entrevoir de façon philosophique. C'est la seule façon que les gens reviennent à la notion du vivant et de l'importance du vivant et de ce lien que nous devons avoir avec les conditions nécessaires à la vie. Je suis vraiment enchantée de vous avoir entendu aujourd'hui. Et je vais maintenant donner la parole à Ronald Cameron. J'ai presque envie de dire camarade Cameron parce que Ronald est un grand militant de toujours à la Fédération des enseignants et des enseignantes du Québec, parce qu'il était avant tout enseignant, mais aussi beaucoup dans le groupe Alternative. Alors, il est connu beaucoup pour son implication où il a à peu près fait tous les rôles à Alternative. Alors, Ronald est connu pour sa militance et je l'invite à nous parler de l'eau à la bourse aujourd'hui. Merci beaucoup, Ronald. Merci, merci beaucoup, Martine. Et, je suis très heureux d'intervenir ici dans cet événement d'Au Secours. Je vais parler un peu des acteurs internationaux qui aujourd'hui font l'actualité en Afrique et qui fait en sorte que finalement aujourd'hui l'Afrique est vraiment le théâtre d'une lutte internationale sur l'eau. En quelque part, c'est la continuité des deux interventions sur les événements qui se passent avec la Journée mondiale de l'eau qui est celle d'aujourd'hui. Alors, on a des protagonistes qui font des activités. Il y a le Forum mondial de l'eau à l'initiative du Conseil mondial de l'eau. Et je vais un peu décrire c'est quoi le Conseil mondial de l'eau. Et il y a un forum alternatif mondial sur l'eau qui est à l'initiative des mouvements sociaux, surtout sénégalais et africains, mais qui ont l'appui de plusieurs organismes, dont l'Agora des humains de la Terre de Ricardo et de Martine, qui sont associés avec cet événement-là alternatif. Alors, juste pour vous dire, dans continuité de ce qui a été dit, l'enjeu de l'accès à l'eau est un enjeu majeur. Et il a été défini en 2015 un objectif de développement durable, les ODD, par l'ONU et ses groupes associés
au plan international, qu'il devrait y avoir en 2030 un accès universel à l'eau. Et et équitable en plus de ça. C'est un bel objectif. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que on est en 2022, on est déjà à mi-parcours de cette date-là de 2030. Ça fait 7 ans, il reste 8 ans, et il y a encore 40% de la population mondiale qui souffre d'un manque d'accès à l'eau. Alors, le chemin est long parce que cette bataille-là abat son plein actuellement. Et l'Afrique est vraiment le territoire sur lequel il y a des conflits extrêmement importants. Et on va voir c'est qui les protagonistes, mais c'est clair que l'effort pour avoir cet accès-là, il met en doute l'idée qu'on puisse atteindre en 2030. Donc, c'est un combat sur le long terme, mais qu'il faut faire de pied à pied. Le Conseil mondial de l'eau, ça fait déjà 25 ans. C'est comme si Au Secours était né un peu en même temps. Mais il faut mentionner que la première réunion du Conseil mondial de l'eau, qui est le Conseil des entreprises et du partenariat, s'est tenue à Montréal, la première Assemblée générale en 1997. Alors, ça regroupe les grandes entreprises publiques et privées, donc qui gèrent ou aspirent à gérer l'eau, comme Adbar, Suez et celle qui est plus connue pour nous, Veolia, font partie de cet organisme-là. Il est animé beaucoup par des personnalités des grands groupes privés, mais il vise à valoriser la contribution du privé dans l'eau. Alors, c'est la fonction principale du Conseil mondial de l'eau. C'est d'expliquer que les partenariats privés-publics, le secteur privé a une valeur ajoutée et tente d'obtenir les mandats publics sur l'eau et pour paver la voie, en quelque sorte, à la privatisation. Alors, pour le Conseil mondial de l'eau, effectivement, l'eau est une marchandise qu'il faut rationaliser par le profit et une source de croissance et de développement. C'est la philosophie de la croissance qui gouverne les acteurs au sein du Conseil mondial de l'eau. Alors, il est important pour les gens qui sont autour de ce conseil-là de déréguler et de déréglementer l'eau. Donc, comme bien public, c'est des règlements qui ne sont pas acceptables parce que le privé aurait une contribution centrale à ce niveau-là. Alors, la composition est en phase avec ça, mais il faut comprendre que ce n'est pas juste des groupes privés, c'est une instance de partenariat. Alors, il y a 400 organisations dans 60 pays. Ils divisent leur composition en 5 groupes. Il y a des institutions internationales, dont la Banque mondiale et quelques groupes associés, comme l'UNESCO aussi, qui expliquent 4% et qui font en quelque sorte le chapeau, qui chapeautent l'organisme. Et on a les 3 secteurs de partenariat, les instances gouvernementales du secteur public et parapublic, qui composent environ une vingtaine de pourcents, les entreprises privées, dont l'International Water Association, qui regroupe 500 entreprises privées membres de cette association-là qui participent au Conseil mondial de l'eau. Il y a aussi des organismes de la société civile, des ONG internationales. Les 3, c'est à peu près 20-22% qui composent le Conseil. Donc, c'est très paritaire et c'est l'esprit. Et en tout, ce qui entoure tout ça, c'est une trentaine de pourcents des gens qui gravitent, c'est des professionnels et du personnel académique et qui vont se mettre au service de ces partenariats. Alors, et je dois mentionner que c'est pas juste une question occidentale, hein. La Chine est très importante sur le plan académique et aussi dans des instances gouvernementales dans ce conseil-là. Alors, le mandat du Conseil mondial de l'eau est essentiellement d'organiser le Forum mondial de l'eau, qui a lieu environ 3 ans depuis 1997 et que c'est le 9e à Dakar. Ce forum-là est vu comme une opération de commercialisation, mais dans le sens du marketing. Ils veulent influencer l'opinion publique, donc ils font une foire
Alors, mettons, comme en Corée, il y avait 40 000 personnes qui ont participé au Forum mondial de l'eau, mais qui sont allées à la foire. Alors que le forum lui-même, qui regroupe les acteurs de partenariat, c'est autour de 5 000 personnes qui vont participer. Là, il y a environ, en Corée, qui a eu lieu en 2015, 120 délégations gouvernementales et 900 journalistes. Alors, c'est pour vous dire combien c'est beaucoup une opération de marketing. La foire l'exprime bien, mais le forum est l'opération de réseautage. Et c'est l'incubateur des alliances qui sont faites entre privé et public avec les projets. Donc, alors, le 9e forum a été reporté à cause de la pandémie, hein, vous le savez, c'est pour ça qu'on est un peu décalé sur le dernier qui avait eu lieu à Brasilia en 2018. Et celui qui a lieu, il a commencé hier et se poursuit jusqu'au 26 mars. Alors, parallèlement à ça, il y a le Forum alternatif mondial sur l'eau. Alors, les mouvements citoyens se sont préoccupés des événements du Forum mondial depuis le début. Ils étaient souvent dans les corridors. Maud Barlow, dans son livre À qui appartient l'eau, va mentionner tous les faits d'armes qu'ils ont fait à l'intérieur des événements, mais qui étaient en parallèle. Alors, depuis environ 2012, il s'est constitué un peu avec l'exemple des forums sociaux mondiaux, un forum alternatif mondial sur l'eau. Et c'est pourquoi les organisations de la société civile africaine se sont lancées. Mais avec la pandémie, ça a été très laborieux pour les organisations africaines de tenir le FAM, le Forum alternatif. Toutefois, ils ont réussi et ils ont réussi à regrouper des organisations de la société civile de partout dans le monde, de tous les continents, et qui travaillent sur le droit à l'eau et à l'assainissement de l'eau aussi, parce que le problème, c'est aussi la pollution des nappes phréatiques et des cours d'eau. Alors, et qui luttent pour le bien commun et qui refusent que ce soit une marchandise. Depuis 2012, ces organisations se retrouvent à chaque édition et donc un événement parallèle. Plusieurs des groupes vont faire les deux pour justement challenger un peu à l'intérieur du Forum mondial de l'eau. Mais je pense que la base opérationnelle, c'est celle qui est autour du Forum alternatif mondial de l'eau. Alors, à Brasilia, en 2018, ils ont pu regrouper 5000 personnes quand même avec la participation des Brésiliens. C'est clair que celui qui est en Afrique actuellement avec les problèmes de transport il va être plus faible. Mais ils ont tenu hier une conférence de presse importante et je vais vous présenter un peu ces gens qui intervenaient. Il y avait des réseaux panafricains, 4-5 réseaux panafricains à la conférence de presse, mais on retrouvait aussi des réseaux qui provenaient de l'Amérique latine, d'Europe, des Indes, donc de l'Asie. Et je veux mentionner la présence particulière du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits humains pour l'eau, alors qui est Pedro Agudo, qui était présent à la conférence de presse du Forum alternatif. Quand même, c'est une reconnaissance importante de ce point de vue-là. Il y avait aussi, et depuis le début, l'International des services publics, dans lequel, par exemple, la CSQ ou le SCFP, le syndicat canadien de la fonction publique et d'autres syndicats sont affiliés. C'est l'organisation syndicale du secteur public qui est depuis le début des premiers, au tout début des années 2000, partie prenante des mouvements citoyens qui se mobilisent autour de l'enjeu sur l'eau. Et il y avait aussi un réseau très important, un réseau écuménique sur l'eau qui est basé en Suisse, qui était à la conférence de presse. Et il y a un représentant, et je vais terminer avec ça, de l'Institut Oakland, qui est des États-Unis et qui ont publié un important rapport la semaine dernière
sur la tenue du Forum mondial de l'eau et ils l'ont fait dans le cadre du Forum alternatif mondial sur l'eau et qui est en quelque sorte la démonstration que l'Afrique est le théâtre du combat politique international sur l'eau actuellement, parce que s'il est un endroit au monde que les problèmes d'accès à l'eau sont les plus importants, c'est bien en Afrique. Et je vais vous laisser avec la citation qui présente un peu le rapport et qui va comme suit. Depuis la crise alimentaire de 2007-2008, l'Afrique est la première destination des investisseurs internationaux pour les grands projets agricoles. Alors, Claude parlait justement de la Californie. Alors, tout l'enjeu agricole, il se retrouve en Afrique. Les gouvernements justifient l'offre des terres et de l'eau aux investisseurs par les besoins de développement et de sécurité alimentaire. Donc, des grands idéaux généraux, mais qui pavent la voie à privatisation. Un examen des 15 projets agricoles dans 11 pays africains révèle cependant que l'impact est exactement le contraire. Les projets entraînent souvent la perte de cours d'eau et de marécages, détournés ou détruits pour établir des plantations. L'utilisation intensive des produits chimiques et des pesticides pollue les sources d'eau et entraîne la perte d'eau potable, de culture, de poissons et de pâturage. Cela a un impact disproportionné sur les femmes qui portent souvent le fardeau de la collecte de l'eau. Alors, vraiment, l'Afrique, je pense que le fait que ça se passe en Afrique, ces événements-là, est à la fois l'expression d'une volonté intense de marchandisation dans un territoire qui est vulnérable, mais en même temps, ça démontre la mobilisation des mouvements africains et avec l'appui des groupes internationaux que la bataille va se poursuivre. Si vous voulez avoir plus d'informations et avoir accès au rapport, vous pouvez aller sur le site du Forum alternatif qui est FAME2022.org, tout simplement. Alors, merci beaucoup. Merci à Ronald de nous ramener dans une perspective internationale parce que il y a vraiment des choses à faire partout dans le monde, dans un monde mondialisé. Ça me rappelle un slogan qui disait « Quand tout sera privé, nous serons privés de tout ». Alors, c'est vraiment quelque chose d'important de se relier au reste de l'humanité. Mais pour le moment, on va revenir au Québec avec Au Secours. Alors, je laisse la parole à Rebecca pour la période de questions. Je vous invite aussi à poser vos questions dans le chat parce qu'il n'y a pas d'intervention directe. Alors, vous devez poser vos questions dans la partie discussion. Alors, je vous invite à le faire et je laisse la parole à Rebecca. Oui, donc merci à nos panélistes là, pour ces bons sujets de discussion. En ce jour mondial en fait de l'eau, il faut aussi se rappeler qu'il y a toujours 2,2 milliards de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'eau. Et puis plus d'une personne sur deux, donc 4 milliards de personnes sur la planète n'ont toujours pas accès à des services d'assainissement des eaux usées. Donc, c'est une problématique qui va accentuer le problème d'accès à l'eau. Tous ces organismes qui nous a été discutés par Ronald, qui avaient comme mission, en fait, de rendre accessible à tous l'eau, sont en train de perdre leur objectif de vue. Là. Donc, nous avons une première question donc de Léo Marcotte qui mentionne, en fait, qui demande qu'est-ce qui empêche le gouvernement québécois de nationaliser l'eau? Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer sur cette première question? Peut-être que Martine aurait quelque chose à dire là-dessus, parce que je vais lui donner la parole. Oui, la nationalisation de l'eau, on en a beaucoup parlé au cours des années. C'est un peu, bon, pensez à la nationalisation de l'hydroélectricité, puis vous allez avoir un bon aperçu de pourquoi c'est peut-être pas la solution idéale. Oui, ça fait partie des solutions à envisager, mais si on a une régie de l'eau comme on a une régie
pour notre hydroélectricité, ben peut-être que ça va amener les mêmes dérives qu'on a eues. On a beau dire j'aime hydro, là, mais il y a quand même des sérieux problèmes avec comment est gérée notre hydroélectricité. Alors, ça serait probablement les mêmes problèmes avec l'eau. Donc, oui, ça peut être une solution à certains problèmes, mais ça peut en générer d'autres. Alors, je pense qu'il y a une façon autre d'envisager les choses, une façon peut-être différente de gérer l'eau au Québec. Nous, en tout cas, on a une façon originale. On a déjà des lois au Québec. Par contre, il y a le Canada qui n'a pas tout à fait la même vision des choses. Alors, faut voir. C'est un beau pensée-y bien. Et peut-être pour ajouter quelque chose là-dessus, moi je pense que ce qui est très, très important, c'est que les municipalités puissent garder la gestion de l'eau publique. Ça, c'est fondamental. Hein. On voit qu'en Californie, c'est ça qui s'est passé. Ils ont perdu ce contrôle-là. Donc, à ce moment-là, l'eau devient une dépense puisqu'il faut l'acheter. Et à partir du moment où il faut l'acheter, là, ça devient intéressant. Lorsqu'elle est rare, justement, ce que j'expliquais, ça devient intéressant pour les spéculateurs. Donc, vous voyez les étapes là qui s'accumulent et qui mènent à quelque chose d'assez catastrophique où on perd complètement le contrôle de la gestion de l'eau. Donc, cette gestion publique de l'eau par les municipalités est fondamentale. Et je parlais dans mon exposé là de cette tendance à la remunicipalisation de l'eau. C'est un phénomène majeur dans le monde. Autant ces entreprises comme Suez et Veolia, qui sont celles qui viennent tout de suite à l'esprit, ont conquis des marchés quand même assez importants. Autant là, il y a un recul qui est très, très significatif et qui est quand même une bonne chose. Hein. Je pense qu'il faut aller beaucoup dans ce sens-là. Et considérer donc que l'eau n'est pas, même de la part des municipalités, un bien que l'on peut vendre, en tous les cas, par un dispositif légal et législatif. Il s'agirait de concevoir pour chaque personne un quantum d'eau à titre de droit, quitte à ce que passer un certain seuil qu'on estimerait être le seuil du gaspillage, là peut-être une tarification s'ajoute, mais qu'on ait droit à un quantum d'eau suffisant et raisonnable pour tous. Merci. Je vais faire un peu de pouce sur cette intervention. Chez Au Secours, on fait la promotion, en fait, de la certification Communauté Bleue. Donc, Madame Barlow avait initié avec le Conseil des Canadiens et puis le Planet Blue Project. Donc, c'est une certification justement qui un outil de protection, en fait, pour les institutions, les municipalités, contre la privatisation des services. Donc, chaque municipalité qui veut devenir communauté bleue doit prendre 3 résolutions. Donc, la première, c'est de reconnaître l'eau comme étant un droit humain, donc l'eau et les services d'assainissement. La deuxième résolution qui doit être prise, c'est de conserver eau municipale, donc de gestion publique, la gestion du traitement de l'eau potable et de l'assainissement des eaux usées. Et puis, la troisième résolution, c'est de bannir la vente d'eau embouteillée dans leur installation, donc la commercialisation de l'eau embouteillée. C'est une certification donc qui est accessible à tout type d'institution. Et puis, pour les citoyens qui voudraient, en fait, approcher leur municipalité pour cela, bien, on les invite à nous contacter, puis on pourra les soutenir dans cette initiative-là. Donc, pour une prochaine question, on a quelqu'un qui demande « Que penser de la bourse présentée comme alternative pour protéger l'eau? Pourquoi l'économie capitaliste ne serait-elle pas en mesure de protéger cette ressource vitale? » Je vais laisser Claude. Claude, vas-y. Oui, ben moi je pense que c'est vraiment une des pires façons de protéger l'eau. Laisser ça au marché, c'est-à-dire à la loi de l'offre et de la demande. On perd le contrôle total là-dessus. Alors, ce que ça prend, c'est des choses qui vont dans le sens opposé. Ça prend des réglementations, ça prend une appropriation publique totale de l'eau, ça prend, comment je peux dire aussi, une sensibilisation du public par rapport à cette ressource qui est fondamentale. Laisser ça à l'entreprise capitaliste. C'est sûr, il y a des bonnes intentions derrière ça. Hein. Ça donne l'apparence de protéger la ressource, mais il faut regarder le résultat. Le résultat, il est tout à fait contraire. C'est l'inaccessibilité de la ressource et c'est vraiment quelque chose aussi qui va profiter à la grande entreprise capitaliste pour qui ça devient payant. C'est sûr pour BlackRock qui a conçu ces produits financiers, c'est extrêmement intéressant pour eux.
mais pour l'ensemble de la population, c'est tout à fait, si on poursuit là, cette logique-là, c'est tout à fait catastrophique. Et c'est pour ça que j'ai donné l'exemple des émeutes de la faim. Ça montre jusqu'où ça peut aller, ça, le fait de s'approprier une ressource par les grands capitalistes. C'est vraiment la pire façon de protéger une ressource. En fait, on peut ajouter à ça que pour une entreprise privée, il n'y a aucun intérêt à laisser la ressource dans son milieu naturel parce que ça ne génère aucun profit. L'entreprise privée a un seul objectif, en fait, c'est de générer des profits. Puis l'eau a de l'importance à partir du moment où on l'utilise pour faire de l'arrosage, de l'agriculture, pour notre consommation, mais elle a aussi une importance capitale dans l'endroit où elle se situe naturellement. Donc, l'eau dans un lac, ce n'est pas seulement pour boire, c'est également un habitat pour des poissons, pour du vivant, pour des plantes. Puis à partir du moment où on laisse une entreprise privée, en fait, assurer la gestion de la protection de l'eau, ben eux, ils ne veulent que la vendre jusqu'à la dernière goutte parce que sinon, il n'y a pas d'argent à faire avec l'eau qui reste dans la nature, sauf que l'humain et toute autre espèce de vivant dépendent de sa présence. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur cette question? Ben moi, c'est connexe, mais je suis interpellé par ce que disait Claude là par rapport aux produits à terme là, par rapport à l'eau. Il ne faut pas oublier que ces produits-là, en fait, transforment en marché les conséquences fâcheuses du libéralisme. C'est-à-dire que du moment que vous faites de l'eau une marchandise, que seuls ceux qui ont un pouvoir d'achat pourront se procurer, on est loin des principes d'égalité, hein, vous créez de l'incertitude. Parce que là, l'eau peut faire l'objet de spéculations, ses cours peuvent évoluer comme les cours du pétrole, hein, comme les cours de denrées alimentaires dont on a besoin encore aujourd'hui. Bon, et comme il y a une insécurité créée par la libéralisation et la privatisation, là, on arrive avec un produit qui vient en quelque sorte suppléer le travail qu'aurait pu faire une instance publique au départ, mais en le marchandisant, évidemment. Et ce qui est profondément vertigineux dans le fonctionnement du capitalisme, et on le voit aussi avec le capitalisme vert, qui est lui aussi gourmand en eau, mais ça c'est un autre dossier, hein, c'est qu'on continuellement, le capitalisme arrive à transformer en un marché lucratif pour lui les conséquences fâcheuses, voire catastrophiques, de sa propre évolution. Et c'est comme s'il arrivait à toujours sortir vainqueur des conjonctures, ou en tout cas à tenter de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux faire un commentaire là-dessus aussi. Alors, moi, je voulais faire un commentaire sur le premier point, mais je pense qu'il y a une dimension politique qui fait que je pense que la position d'Au Secours, elle a un intérêt pour séparer la question de la souveraineté politique du marché. Alors, toute solution économique, si elle ne se drape pas d'une perspective de société avec une affirmation du droit sur la question de l'accès à l'eau, je pense que peut être préjudiciable à terme dans un contexte où la concurrence économique va forcer une forme de privatisation. Et je donne par exemple Hydro-Québec. Aujourd'hui, on n'a pas besoin que Hydro-Québec soit vendu pour que la privatisation soit amorcée au Québec, de l'électricité et de l'énergie. Parce qu'avec les nouvelles réalités des énergies, en fin de compte, l'aspiration à sortir des énergies fossiles et d'entrer dans les énergies vertes, comme le disait Alain, ce qui gouverne, c'est le capitalisme vert, et on va donner au secteur privé le soin de développer les énergies. Alors, en quelque part, la nationalisation de l'Hydro-Québec n'est pas une garantie de la privatisation de l'énergie. Et le fait que le politique affirme la protection de l'eau et confie ça à des instances politiques, je pense que c'est ça qu'il faut protéger actuellement. Ça ne veut pas dire, et comme ça a été mentionné, qu'il n'y aura pas de bataille politique, même locale, là, parce que la tentation de développer des partenariats et de privatiser, même au plan local, ça peut arriver aussi. Et là, c'est la conscience des citoyens qui est absolument essentielle à développer partout sur le territoire au Québec.
Merci. Merci beaucoup de ces interventions. Il y a Patrice Godin qui dit « Ce quantum d'eau dont parle M. Deneau est intéressant. Des municipalités ont-elles déjà fait ce travail de quantification? Est-ce que ça prend obligatoirement un compteur d'eau à chaque porte? » Merci beaucoup. Tout ce que je sais, moi, c'est pas mon dossier, hein, mais c'est qu'il y a des législations où l'eau coûte moins cher de telle heure à telle heure et coûte plus cher lors des périodes où elle est fort requise. Un peu comme l'électricité dans certaines régions, mais c'est plutôt vous qui sauriez répondre. Exactement. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou Martine et moi complétons? On vous laisse compléter. Oui, c'est une question un peu plus pour nous, en fait. Vas-y, Martine, tu peux prendre la parole. Oui, bien, le compteur d'eau, dans le fond, ce qu'il fait, c'est une tarification. Alors, si le compteur d'eau est un instrument pour mesurer la consommation des grands utilisateurs, je pense à l'industrie, au commerce, puis même encore le commerce, le petit cordonnier du coin, il n'utilise pas tellement d'eau. Les commerces qui utilisent beaucoup d'eau. Ça peut être intéressant pour pouvoir faire une espèce de justice dans l'utilisation de l'eau. Mais pour l'utilisation normale de chaque citoyen, c'est très infime les différences qu'il va avoir entre un gros consommateur individuel, résidentiel, et un autre consommateur. Donc, pourquoi installer toute une tarification avec des compteurs qui coûtent excessivement cher, mais après ça, il faut relever les compteurs, il faut avoir une tarification avec des factures, et puis ce n'est absolument pas nécessaire. On a un système avec la fiscalité qui fonctionne bien, c'est-à-dire plus votre maison est grosse, plus vous payez cher de taxes d'eau. Donc, ça fonctionne très bien parce que c'est une façon juste de tarifer l'eau, tandis que le compteur peut amener des injustices sociales. Ça s'est vu en Angleterre quand il y a eu une analyse de ce que les compteurs d'eau avaient fait. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'eau n'est pas chère, donc pour des plus riches, c'est absolument pas nécessaire de s'en passer. Donc, les plus riches ont continué d'avoir des piscines, de nettoyer leurs voitures et il n'y avait pas de problème. Tandis que c'est les plus pauvres de la société qui essayaient d'économiser sur l'eau et là, ça pouvait aller jusqu'à des problèmes d'insalubrité. Et c'est un peu la position d'Eau Secours. Oui, pour les compteurs d'eau au niveau industriel, commercial et les institutions, et non aux compteurs d'eau individuels qui ne servent à rien. Je ne sais pas, Rebecca, si tu as... Oui, bien en fait, je voudrais compléter en disant que ce n'est pas nécessairement aussi à l'échelle d'une municipalité à regarder les quantités d'eau. Ça fait aussi longtemps que, probablement 40 années au Québec, qu'on a statué que la gestion responsable de l'eau, donc s'assurer que l'eau est utilisée de façon suffisamment intelligente pour qu'il nous en reste dans les siècles à venir, doit se faire à l'échelle des bassins versants. Donc, c'est vraiment à l'échelle des bassins versants qu'on doit regarder où est prélevée l'eau, qui consomme l'eau, qui l'utilise et à quel niveau. Donc, c'est une discussion au Québec qu'on tente d'avoir avec tous les utilisateurs d'eau. Malheureusement, il manque encore beaucoup de transparence, malgré le fait que ça fait longtemps qu'on en parle au Québec. Les données d'accès sont pas facilement accessibles pour les organismes, les citoyens qui veulent les avoir. Donc, qui prélève l'eau, où et en quelle quantité, il y a encore un gros voile mystérieux là-dessus, caché sous le secret commercial. Donc, Au Secours a fait beaucoup de demandes d'accès à l'information en ce sens-là dans les dernières années et on se voit refuser à chaque fois les données sous le secret commercial des entreprises privées. Donc, on a eu un recours judiciaire le mois dernier là-dessus. On est toujours en attente du jugement, mais c'est une façon, en fait, de commercialiser l'eau, justement, et de le soustraire là, à l'administration publique lorsque les données sont cachées. Il y a aussi que la consommation est souvent calculée on prend la consommation totale d'une ville et on divise par le nombre d'habitants, ce qui n'est pas tout à fait la vraie consommation. Parce qu'on sait qu'en ce moment, nos villes perdent encore beaucoup d'eau dans les systèmes. Le gouvernement québécois a heureusement fait une loi qui demande des comptes aux municipalités, mais il y a énormément de fuites de systèmes encore et on demande de diminuer ces fuites dans les systèmes-là, ce qui
diminue étrangement la consommation d'eau par personne alors qu'elle n'a pas vraiment diminué. Alors, parfois aussi, certaines villes vont même calculer tout le secteur industriel avec le secteur résidentiel, ce qui n'a pas de sens parce que le moindrement qu'on a une industrie qui utilise beaucoup d'eau, si on fait ce calcul-là, c'est un calcul qui est complètement faussé. Donc, l'importance d'avoir les données, l'importance des recours que le CQDE et Au Secours font, mais c'est essentiel. Une autre question de Léo Marcotte qui dit, peut-être revenir un peu sur le sujet du livre de Maude Barlow, mais qui se veut probablement plus large. Donc, à qui appartient l'eau? C'est une question de propriété au capitalisme individuel, marché boursier ou à la société. Donc, à qui appartient l'eau ou à qui devrait-elle appartenir aussi, cette eau-là? On parle évidemment de l'eau du Québec, mais ça pourrait être aussi l'eau d'ailleurs. Moi, je pense que, en tout cas, la dernière personne à qui ça devrait appartenir, c'est les marchés boursiers. Ça, c'est clair. Hein? Pour en revenir peut-être à la question précédente, là, peut-être je m'éloignais un peu, mais quand même, je trouve que c'est important. Mettre le prix à l'eau, c'est vraiment une erreur qui est fondamentale. Alors, si l'eau n'a pas de prix, alors on peut dire qu'à ce moment-là, elle appartient peut-être à tout le monde. C'est une tendance générale là, actuellement. Disons, chez les néolibéraux, de dire que la nature rend des services à l'être humain, dans une vision très, très anthropologique, et que finalement, ces services-là doivent être comme évalués en termes de prix. Si on se rend conscient du prix de la nature, on va pas mieux protéger les ressources. Mais c'est un piège, ça, parce que justement, ça a l'effet contraire. Si on donne un prix à la nature, alors à ce moment-là, on ouvre la voie à sa commercialisation, peu importe là, le secteur dans lequel on se trouve. L'eau fait partie de ça, mais il y a aussi tous les autres aspects environnementaux qui sont reliés à ça. Donc, c'est vraiment une vision qu'il faut écarter, il faut rejeter ça d'emblée, parce qu'il n'y a rien de positif là-dedans, à mon avis. Ben, c'est quand même complexe parce que l'eau, on ne la consomme pas aujourd'hui à l'état de nature, quoi. C'est-à-dire qu'elle est quand même générée par des infrastructures. Puis au moins sur le plan commercial, on peut être gêné du fait que Coca-Cola s'installe, par exemple, dans une communauté et tire toute l'eau qu'elle veut sans facturation. Donc là, à ce moment-là, au moins pour elle, il peut y avoir un système du genre, quoi, ou une taxation particulière, mais en tous les cas, un lien entre les coûts infrastructurels que suppose la distribution de l'eau et sa consommation sur un plan commercial. Puis moi, j'ai un petit souci pour le gaspillage aussi. Je veux dire, je pense à des gens qui auraient, je veux dire, aucune sensibilité à l'eau et puis qui pourraient, je veux dire, nettoyer leur voiture 4 fois par semaine ou je ne sais trop. Je veux dire, qu'il y ait au moins de la sensibilisation. Je veux dire, quelque chose qui consiste à expliquer que si elle est un bien commun, elle n'est pas non plus totalement gratuite dans un sens infantile, si on veut, quoi. Donc, il y a quand même des enjeux là à traiter. Mais je suis absolument d'accord sur le. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'est pas assez le stade où l'eau puisse être un commun. Bon, Étienne Leroy, le juriste français, en parle assez bien du commun. Il dit, le commun, en fait, pour exister, pour que quelque chose soit commun, et quand c'est commun, ça ne veut pas dire un bien public, parce que le bien public, le problème, c'est qu'il est toujours encadré par la loi, puis comme il est bien public, il peut toujours être privatisé. Hein, le bien public, c'est souvent l'antichambre de la privatisation pour les marchands. Le commun, c'est quelque chose qui est plutôt trait à une sorte de décence, quoi, une sorte de morale. C'est le sacré. Le commun, c'est ça à quoi on ne touche pas. Et le commun, au fond, il est garanti par les us et coutumes. Il aurait fallu qu'il ne puisse pas passer par l'esprit de quiconque d'imaginer qu'on puisse commercialiser l'eau. Il faudrait que ça heurte nos sensibilités morales à un point tel que la personne qui s'aventurerait même à imaginer ça se condamne elle-même. Mais lorsqu'on a franchi ce seuil et qu'on a rendu au fond acceptable, et là je reviens à mon rêve idéologique de tout à l'heure, là, à ce délire et à ce cauchemar, lorsqu'on rend acceptable ce qui ne l'est pas, et qu'on le théorise même, avec toutes sortes d'infrastructures comme ça, je veux dire commerciales et autres, idéologiques, on rend très difficile la protection de ce bien parce que elle est toujours en puissance privatisée, même si elle ne l'est pas nécessairement. On parlait d'Hydro-Québec en ces termes-là tout à l'heure. Hydro-Québec, on en parle toujours comme étant privatisable, quoi. Donc, il y a toujours ce problème avec ce qui est nationalisé, ce qui est public par rapport à ce qui est commun.
mais ça renvoie à des enjeux plus philosophiques là, que pragmatiques. Ben, moi, je voudrais ajouter tout à fait sur la question du bien commun. Je pense que pour répondre à la question de la propriété, il faut aller voir les approches philosophiques autochtones. En fin de compte, la question du bien commun fait partie de la philosophie autochtone, dans le sens que, pour prendre l'exemple du rapport avec le territoire, alors c'est une question d'accès. Et ça va la même chose pour l'air, c'est la même chose pour l'eau. Et je pense qu'Alain a un bon point sur la notion de bien commun, sa dimension morale. Et je pense que le politique a une responsabilité de ce point de vue-là, et c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, pour arracher cette dimension de l'eau et de l'arracher du marché et de la sphère économique. Et de ce point de vue-là, comme les Autochtones l'ont dit, ça appartient à tout le monde, en quelque part. Je pense que l'eau est vraiment quelque chose dont il faut s'inspirer chez des Autochtones. Je vous remercie infiniment de votre participation. On peut libérer M. Deneau. Je sais qu'il a un cours, alors on va vous libérer tout de suite, M. Deneau, en vous remerciant. Merci, c'est un plaisir. Merci à Claude et Ronald aussi. Merci. Merci, Alain. Je vais revenir à quelque chose dont Alain a parlé, c'est les communs. Alors, les communs, bon, l'Agora des habitants de la Terre a été mise sur pied par Ricardo Petrella pour la défense des communs. Et on ne dit pas bien commun, c'est une chose commune d'après la loi au Québec. Et c'est important la différence parce qu'un bien, ça se transige, tandis que chose commune. Donc, quelque chose dont nous devons tenir compte tous ensemble. L'Agora des habitants de la Terre, il y a eu une question là-dessus, ça se retrouve à agora-humanité.org. Alors, agora-humanité.org pour justement la défense des communs. C'est quelque chose qui est très nouveau, c'est quelque chose qui est complètement, l'Agora, c'est international. Et au Québec, on a un Facebook, un site Facebook à Agora des habitants de la Terre Québec. Alors, on peut retrouver ça sur Facebook et vous allez avoir des informations par ce site-là, bien sûr par le site d'Au Secours. Je vais laisser maintenant pour les solutions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces choses-là. Je vais laisser Rebecca terminer là-dessus. Oui, en fait, on va clôturer là-dessus. La financiarisation, c'est quelque chose qui est tellement grand, qui est tellement large que souvent on se sent un peu démuni face à ça. On se demande vraiment qu'est-ce qu'on peut faire. Faut ramener ça quand même à des échelles plus petites, voir commun des mortels, en quoi il peut faire une différence. Donc, le but, en fait, du webinaire d'aujourd'hui, c'est dans cette optique-là. Donc, faire connaître le problème, parlez-en massivement dans votre entourage, même si vous avez l'impression que ça ne change rien. La prise de conscience est la base de toute première action et de mobilisation. Donc, ce webinaire est enregistré, vous pouvez le partager dans vos réseaux par la suite. Ensuite, soutenez des organismes comme Au Secours. Il y a des organismes comme Fondation Rivière aussi qui soutiennent la protection de l'eau, l'Agora des habitants de la Terre également. Donc, tenez-vous informés et puis soutenez-les dans leur mission. Et ensuite, parlez-en auprès de vos élus municipaux, provinciaux et fédéraux. C'est important. On a une pétition qui est en ligne en ce moment. Vous pouvez aller la signer. Et puis, les élections provinciales qui s'en viennent. Donc, l'enjeu de protection d'eau, l'augmentation de la redevance, la protection des milieux humides et des lacs sont tous des sujets qui peuvent être demandés au niveau du provincial. Et au niveau du municipal, comme je vous l'ai présenté avant, il y a Communauté Bleue aussi qui permet de se protéger d'entreprises privées qui voudraient venir assurer la gestion de nos eaux. Parfois, au Québec, c'est pas encore, dans certaines municipalités, on nous dit « ouais, bon, c'est public, c'est facile ». Envisager que les problèmes pourraient subvenir dans le futur. Donc, pendant que tout va bien, c'est le bon temps d'aller rencontrer sa municipalité puis de leur dire « protégez-vous contre d'éventuelles entreprises privées ». Passer des résolutions et puis ça nous donne une garantie pour le futur. Donc, c'est toutes des petites actions là qui peuvent être faites. Et puis, on ramène ça aussi à l'importance de conserver l'eau dans notre entourage et de la préserver, donc de poser des gestes concrets au quotidien.
Donc, sur ça, ben, je vous remercie énormément de votre participation et je remercie aussi M. Vaillancourt et M. Cameron de votre présence. Puis moi, je veux remercier aussi Mathieu Langlois qui est à la technique en arrière, qu'on ne voit pas, agent de communication chez Au Secours. Alors, à tous les habitants de la Terre, bonne journée mondiale de l'eau. Merci. Merci, au revoir. Bonjour. Au revoir.